Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à la conférence organisée sous l'égide du syndicat de l'impression numérique, autrement dit le SIN, et avec une participation en masse du SIN, qui est un syndicat professionnel particulièrement dynamique et avec qui nous allons aborder aujourd'hui les perspectives de développement des services graphiques dans le monde de la communication digitale. Dans un monde de la communication de plus en plus digitale, le SIN est une entreprise qui développe des services. On va voir que ce syndicat et ses membres particulièrement dynamiques ne restent pas, si je puis dire, les deux pieds dans le même sabot. Donc autour de la table, autour de moi, à tout seigneur, tout honneur, Pierre Picard, le président du SIN et PDG, on a beaucoup de PDG autour de la table, PDG de Copy Media, pardon. En face de lui, Grégory Paune, vice-président du SIN et PDG de Vitropro. À ma droite, Steven Guegenia, vice-président du SIN et PDG de Westelio. Et à ma gauche, Thierry Forge, PDG de DocuWorld Group et membre du SIN. Pas encore, mais ça ne sera tardé, vice-président. Enfin, ça, j'en sais rien. Donc, nous avons un panel qui est très représentatif d'entreprises qui sont toutes des entreprises qui réussissent dans le domaine de la communication graphique et qui vont, avec nous, échanger sur les perspectives de développement telles qu'ils les envisagent. Et chacun va aborder un thème plus particulièrement. Alors, je vais passer la parole à Pierre. Pierre, quel est... tutoyons-nous autour de la table, on se tutoie dans la vie. Quel est... présente le SIN très rapidement. Déjà un petit mot sur le SIN, Patrick. Comme tu le disais très bien, syndicat de l'impression numérique et des services graphiques. D'ailleurs, la conférence aujourd'hui est sur les services graphiques. Il faut le préciser. On est vraiment des entreprises tournées vers le service. De plus en plus d'ailleurs. Voilà. Ça, c'est très important à signaler. Le syndicat patronal donc, de l'impression numérique, c'est plusieurs centaines de membres. On représente 2000-2500 entreprises pour un peu moins d'1 milliard d'euros de chiffre d'affaires. Et comme tout syndicat patronal, on est les représentants de ces entreprises vis-à-vis de l'État français et des syndicats salariés comme la CGT et Force ouvrière. On négocie les conventions collectives et tout ce qui touche au fonctionnement de nos entreprises. Voilà. Et le syndicat de l'impression numérique et des services graphiques est un syndicat patronal en croissance. Oui. Et qui ne développe pas seulement l'aspect social, qui développe aussi un soutien marketing, un soutien fort en direction c'est une veille technologique, une veille marché en direction de ses adhérents, c'est ça? En fait, on soutient la profession et on essaie de détecter les futurs services, les nouvelles technologies, et on essaie d'orienter nos adhérents vers ce qui va se faire demain et leur donner des idées, des conseils. On organise d'ailleurs chaque année un congrès qui a lieu cette année le 18 novembre, le mercredi 18 novembre, à l'hôtel Marriott Champs-Élysées et qui regroupe chaque année 200-250 personnes. Tout le monde est invité dans la profession, que ce soit les imprimeurs numériques, les reprographes, anciennement reprographes, mais également les imprimeurs de l'Arbeur, les sérigraphes, enfin tous les graphistes, tous les gens qui gravitent autour du métier graphique. Mais est-ce que les frontières ne tombent pas dans ces métiers graphiques de toute façon? Il n'y a plus de frontières en fait. On est des prestataires globaux en fait. Hein. C'est pas la machine que vous utilisez qui fait en fait le travail. C'est qu'est-ce que vous vendez pour quel client? J'en parlerai tout à l'heure dans ma présentation pour le cas de mon entreprise où on est nous segmentés sur un service. Les machines, on s'en fiche quelque part. Hein. Bon, il y a des concurrents, il y en a qui sont mieux que d'autres peut-être, moins chers, je ne sais pas. Ce qui compte surtout, c'est qu'est-ce que nous proposons à nos clients et comment nous le vendons. Voilà. Après, d'où on vient, où on va, et les matériels qu'on utilise, pour moi, c'est anecdotique en fait. Grégory,
Bonjour, Grégory Paune, donc PDG de la société Vitrepro à Paris. Nous, dans notre secteur d'activité, toujours dans une optique de développement permanent, nous avons gardé un côté très généraliste. Donc, au contraire, on n'est pas sur... Grégory, je répète, c'est une entreprise. Vitrepro est une entreprise familiale et basée au cœur de Paris. Tout à fait, on est dans Paris 14e. On a une forte représentation de l'ouest de la France. L'arc atlantique est très représenté et Paris 14e, là, c'est presque la Bretagne. Donc là, on est vraiment au centre Paris. Et donc, voilà, toujours dans une optique de pouvoir répondre à un maximum de demandes. Nous sommes restés très généralistes, très équipés pour pouvoir répondre nous-mêmes dans des délais plus que courts. Aujourd'hui, on en arrive à réaliser des éléments de grosse production dans la journée, ce qui nous permet de pouvoir répondre à un maximum de demandes de nos clients. Vos clients s'adressent à vous parce que vous répondez à tout ou ils s'adressent à vous? Alors on se pose, toujours dans une optique de ne pas perdre de clients, de ne pas passer à côté de travaux. Effectivement, on essaye de se poser en interlocuteur unique et de trouver des solutions, même si ce n'est pas des choses qu'on fait en interne. Mais nous, notre corps d'activité, c'est vraiment le mouton à 5 pattes que les autres ne peuvent pas ou ne veulent pas faire et dans des délais très très courts. C'est pour ça qu'on est resté très généraliste, très bien équipé et qu'on a toute une ligne de façonnage pour répondre à un maximum d'offres. Vous êtes un généraliste du mouton à 5 pattes. Voilà, c'est ça. On peut dire ça comme ça. DocuWorld Group, Thierry Forge. Après une longue expérience du côté des fournisseurs, là, vous venez de changer en fait de raison sociale de votre entreprise. DocuWest, vous êtes devenu DocuWorld. Oui, on l'avait appelé DocuWest parce qu'on avait, quand on l'a créé en 2002, on avait déjà l'idée qu'il fallait regrouper des sociétés, qu'on avait un vrai point de taille critique dans notre industrie, qu'on avait besoin de mutualiser un certain nombre de ressources, entre autres de marketing. Et nous pensions à l'époque que l'Ouest, en tout cas pas l'Ouest, mais la région, c'était la bonne taille. Et puis finalement, on s'aperçoit que nos propres clients aujourd'hui résonnent plutôt national. Et donc, on a décidé de rentrer sur une stratégie de développement national, non pas en propre, mais en réseau. On a créé il y a 2 ans et demi un réseau qui s'appelle le réseau DocuWorld. Et effectivement, c'est plus logique aujourd'hui. C'est compliqué pour un adhérent de Strasbourg de s'appeler réseau DocuWest, d'où la notion de DocuWorld, qui en plus, en termes de référencement Google, etc., est plutôt intéressant. Néanmoins, nous, le cœur du groupe, ça reste nos sociétés. On a 4 sociétés d'exploitation en propre, à Nantes, Rennes, Angers et Boulogne, donc à Paris, sur lequel on a une offre globale d'impression numérique. Pour reprendre ce que tu disais, on est le one-stop shopping du document numérique. Nos clients s'adressent à nous, peu importe que ça soit du petit format, du grand format, du routage, que le document soit papier ou non. Moi, je ne suis pas fils ou petit-fils d'imprimeur, donc moi, mon souci, comme le disait Pierre, c'est de rendre un service au client, la plupart du temps au client de mon client, parce que 95% de ce qu'on fait, ce n'est pas pour nos clients, c'est pour le client de notre client. Et c'est par conséquent d'apporter un service global. On parlera peut-être tout à l'heure de la logistique documentaire qui est en train de se développer énormément dans l'industrie graphique, où les clients attendent de nous, plus qu'une impression, un service global de delivery. Et je pense que c'est aujourd'hui certains axes de croissance sur lesquels on peut réfléchir. DocuWorld, aujourd'hui, c'est DocuWorld, c'est une entreprise avec 4 points de production que tu gères. Directement, plus un réseau de combien de personnes? Aujourd'hui, le groupe DocuWorld en propre, c'est un petit groupe de PME qui doit faire 75-80 personnes et je pense qu'on consolidera 9,5 millions de services. Combien d'entreprises? On a 4 entreprises plus un bureau de fab. D'accord. Et c'est 9,5 millions de services, en gros. Et à côté, on a une autre structure juridique. On n'est pas une coopérative ou un GE. On a une structure juridique qui s'appelle Réseau DocuWorld et qui gère aujourd'hui un réseau de 14 partenaires en France. D'accord. Il y a DocuWorld et Réseau DocuWorld. Absolument. Donc ça fait 14 plus 4 sites de production. Voilà. D'accord. Et sur quel sujet est-ce que tu veux intervenir plus précisément tout à l'heure? On fera le tour. C'est-à-dire que quand on a discuté ensemble, tu nous as parlé de quelles sont les pistes de croissance pour, on parlera faire des du pistes business. de croissance. C'est ça Et chacun. Comment on peut faire du business? On va terminer le tour de table avec Steven et après chacun évoquera sa propre piste de croissance. Alors Steven. Oui, donc moi je suis le gérant de Westelio, situé à Brest, dont on a fêté les 50 ans l'année dernière. C'est une reprise pour eux. C'est une reprise. Moi, j'étais pas là au début, effectivement. J'ai repris, en 2008, début 2008. C'est vrai que j'étais pas du tout dans ce métier-là. C'est une entreprise donc pendant 40 ans, 45 ans, qui a vécu essentiellement de la reprographie, avec évidemment des ruptures technologiques importantes pendant les 40 ans. Et moi, je me suis attelé à essayer de la faire évoluer vers de l'impression numérique, donc plutôt que vers du service d'impression numérique, avec évidemment des méthodes
issus de la reprographie, notamment la reprographie c'est du service, donc on a gardé tout ça, la réactivité, l'implication client, le conseil, et on a développé ça par de l'investissement vers l'impression numérique. Pour moi, ce qui était un petit peu compliqué à expliquer, c'est toujours compliqué d'ailleurs d'expliquer aux clients ce que c'est que l'impression numérique et pourquoi est-ce qu'un document, s'il est imprimé à 1000 exemplaires, il va être plutôt numérique et à 10 000, il va être plutôt offset. Ça les intéresse, franchement, les clients? Disons que pour nous, c'est délicat d'expliquer ce qu'on peut faire et ce qu'on ne peut pas faire. Et pourtant, on essaye de sous-traiter le moins possible. Donc voilà, on a cette démarche-là d'accompagnement du client et puis de lui dire, non, là, pour votre production, c'est plutôt de l'offset, ça ne nous regarde pas. Et ça explique pourquoi j'avais 3 stratégies possibles de croissance externe sur lesquelles je reviendrai tout à l'heure. Mais pour moi, ça a été toujours un petit problème, finalement, d'expliquer ça. Ceci dit, on s'est développé donc en interne entre 2008 et 2012. Et après, on a fait de la croissance externe sur laquelle je reviendrai par la suite. Le sujet de Steven va être la croissance externe. On redonne la parole à Pierre sur son sujet qui va être le marketing, mais au sein du marketing, la segmentation. Ça va être ça? Je parle de la segmentation et de l'expérience client. C'est-à-dire que nous, on est une entreprise axée sur un produit presque unique. Alors, pour résumer, c'est le livre. Mais en fait, on fabrique surtout du document multi-original, hein, donc c'est un document qui a 50, 100, 200 pages et qui va être relié. Donc une couverture en collé, une couverture en collé, un brochage, un reliure métallique, un wire. Donc il faut qu'il soit relié et avec un embellissement sur la couverture. Et on est très segmenté, c'est-à-dire qu'on va avoir une activité nationale, voire avec un peu d'export, 10-15% d'export en croissance assez forte. Et on essaie d'être spécialiste. On essaie d'être spécialiste dans la manière. Spécialiste d'un produit fini. Spécialiste d'un produit fini. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'on essaie de le faire le mieux possible et le plus large possible. C'est-à-dire qu'on va avoir toutes les options sur ce produit-là et on va avoir une équipe commerciale dédiée qui connaît parfaitement le produit, une équipe graphiste qui fait que ça, donc qui sait très très bien le faire. Pour donner un exemple, on fait peu de cartes de visite, on fait peu de flyers, on fait pas de kakémono ou d'affiches comme vous avez là. Voilà. C'est-à-dire si je vais chez Copy Media et je dis Pierre, s'il te plaît, j'aurais besoin d'un kakémono et fais-moi 500 par carte de visite. C'est pas notre truc. On préfère être spécialisé et du coup, on cherche et on les trouve bien les clients puisque ça fait des années qu'on a de la croissance et malgré les années de crise, on a continué à croître. On avait des croissances à 15% il y a quelques années, on est revenu sur du 7-8%. Ça reste très intéressant sur des millions d'euros de chiffre d'affaires. Et comment on fait? On va chercher le client par les réseaux sociaux, par une expérience client, par du Google AdWords, par des sites internet, par des landing pages spécialisés. C'est-à-dire qu'en fait, on est très très axé sur comment le client va pouvoir acheter le produit chez nous et que ça se passe bien, que ça se passe vite et qu'il ait le meilleur rapport qualité-prix. Alors, ça ne va pas forcément être le prix le plus bas. Ça va être le meilleur rapport qualité-prix. Mais on va savoir aller très vite, on va savoir le faire très bien, et on va savoir de quoi on parle. On va avoir toutes les options dans les supports, dans les médias papier, toutes les options sur les couvertures, qu'elles soient en souple, en cartonné. Voilà. Donc, c'est plutôt une vision. On travaille en national sur quelque chose de très spécifique et quelque chose de très transparent sur le client, pour les clients. Je reviens toujours sur le même exemple. On voit encore des sites internet de confrères imprimeurs, reprographes ou imprimeurs numériques qui mettent en photo les machines, les tailles, les longueurs de leurs machines sur leur site internet. De moins en moins. C'est le concours de celui qui a la plus grosse. La plus grosse et la plus longue. Ça a toujours été ce concours-là, souvent. Et donc, ça a tendance à disparaître. En tout cas, dans les arts graphiques. Voilà. J'avais peur de ne pas gagner. J'avais peur de ne pas gagner. Et dans les arts graphiques, on le voit moins, effectivement. Mais nous, ça fait 20 ans qu'on existe. Ça doit faire 10-15 ans qu'on a des sites internet. On n'a jamais mis en photo des machines. On utilise Pinterest, on fait des shootings photos de nos produits. C'est-à-dire que vous êtes très présent sur les réseaux sociaux. On est très présent sur Facebook, on a des milliers de fans sur notre page fan, on est sur Pinterest, on est sur LinkedIn. Voilà, on publie régulièrement, on envoie des newsletters ciblés tous les mois à plus de 30 000, 35 000 personnes. Je veux dire, on est axé sur notre produit et du coup, cette information, on a une remontée d'informations de nos clients et du coup, on sait mieux vendre le produit.
Et vu qu'on sait mieux le vendre, les clients ou les prospects nous font plus confiance et on a tendance à avoir un taux de transformation meilleur que nos confrères. On vend un peu plus cher, donc on a des marges un peu plus grosses. Et voilà, c'est mon point de vue de la segmentation sur le produit. C'est une expertise qui est focalisée sur le produit, recentrée sur le produit. Et j'imagine que vos développements techniques sont liés au développement des produits. En fait. Et du coup, on a des développements techniques hors machine qui sont développements sur les outils web, sur le devisage, sur comment le client peut obtenir un devis en ligne, sur ces choses-là en fait. On reste quand même dans l'expérience client. C'est vraiment notre chose. Et par rapport à Grégory qui est ici, on n'est pas du tout généraliste et on ne veut pas le devenir. Par contre, on est segmenté, mais d'un niveau national. C'est-à-dire qu'on va répondre, et très rapidement, en étant à Bordeaux, à une offre qui vient de Lille, de Marseille ou de Bruxelles, par exemple. Et très vite, généralement avec envoi d'échantillons, avec test sur les produits, avec renvoi vers nos pages Pinterest qui montrent d'autres produits déjà faits comme celui-ci, renvoi vers des pages fans où il y a des témoignages de nos clients. Voilà. Donc ça marche bien ça. Ce côté segment, ce côté spécialisation marche bien. Très bien. Donc si vous aviez une recommandation à donner, c'est que si vous avez un savoir-faire maîtrisé dans une entreprise, faites-en une vraie spécialité, valorisez-la et vendez-la. C'est une des premières voies de développement. Et surtout en utilisant les réseaux sociaux actuels, se passer de Facebook, de Pinterest, Pinterest surtout pour les arts graphiques, je pense que c'est montrer ce qu'on fait, c'est obligatoire. Et LinkedIn pour aller chercher du contact professionnel, enfin c'est obligatoire. Je ne vois pas comment on peut s'en passer de nos jours. Je ne parle pas d'avoir un site internet qui est mis à jour, avec un blog mis à jour et tout ça. Hein. Ça normalement, on ne devrait même pas en parler. Ce n'est pas le cas. Hein. Ceci dit, je me demande si à terme, vous répondrez, ce n'est pas le but de ce débat, mais si les réseaux sociaux ne sont pas plus importants que le site internet. Les réseaux, je pense là, notre point de vue, c'est que progressivement, je ne pensais pas ça il y a 2-3 ans, mais progressivement, je pense que les réseaux sociaux, notre page fan Facebook et notre site Pinterest nous apportent, je le dis, plus de leads, de demandes de devis entrantes, que notre site qui malheureusement, les gens ne vont pas lire les pages, ils s'en foutent. Il est trop statique en fait. Ouais, c'est ça. Ce qu'ils veulent, c'est de l'actualité, du témoignage client et de la photo ou de la vidéo produit. La vidéo marche très fort. On a un YouTube, on poste des vidéos tous les mois. Ça marche bien. C'est beaucoup regardé. Donc en conclusion, provisoire, spécialisation et présence sur les réseaux sociaux. Alors, bon, il trépigne, le micro à la main, prêt à dégainer. Thierry, il n'est pas d'accord. Hein. Tes voies de développement. Non, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on va avoir 3-4 voies de développement. Non, mais moi je crois pas je crois qu'il y a plusieurs écoles et les choses ne s'opposent pas. Je pense que ce que décrit Pierre, il y a des produits numériques. Alors, une fois encore, quand Steven disait tout à l'heure, les frontières, elles s'estompent. Enfin, les discours qu'on avait il y a 10 ans sur le numérique sont plus valables aujourd'hui. À l'époque, effectivement, c'était petite série, etc. Les choses ont bien changé. Il y a des choses qui s'industrialisent. Le plus bel exemple, c'est l'album photo. Aujourd'hui, je pense que des boîtes comme nous, faire de l'album photo, c'est de la folie furieuse. C'est un métier de pro qui travaille X format et on voit que ceux qui réussissent ne font que ça. Et je pense que le livre à la demande ou l'auto-édition, qui est indirectement ton métier, tu es en train de le prouver, c'est aussi un métier de vertical market. Puis à côté de ça, il y a des entreprises, notamment des grandes entreprises qui ont des services communication marketing, qui ont des besoins totalement spécifiques et qui ne s'adressent pas d'une manière industrielle. Je ne crois pas que les choses soient contradictoires. Je pense que c'est différentes voies. Et en revanche, je crois que le risque pour les entreprises, pour nos boîtes, c'est de vouloir adresser tout en même temps. Et ça, c'est juste pas possible. Et je pense qu'il faut être très clair. On ne peut pas être bon partout pour tout. Mais non, parce qu'il y a aussi un problème de ressources à allouer. Et je pense que quand je vois, au travers du réseau, certaines fois, nos partenaires disent tiens, on va faire un peu de photos, un peu de bouquins, etc. Parce qu'ils entendent en disant tiens, là, il y a peut-être, c'est très dangereux. Je pense qu'il faut choisir les quelques voies de croissance. Il faut quand même, quand on parle de croissance d'entreprise, les mettre dans une vision. Moi, je pense qu'en tant que chef d'entreprise, j'ai du mal à savoir ce que je vais faire demain matin si je n'ai pas une vision à 5 ans de là où je veux aller par rapport au marché. Et cette vision, après, on la développe. Et effectivement, nous, on est beaucoup plus sur une vision grand compte, service marketing, service communication. C'est-à-dire que là où toi, tu as des conseillers commerciaux au téléphone hyper pointus, moi, j'ai des vendeurs qui vont voir les clients. Qui prospectent les clients, qui ont un segment de type de client. Voilà, en industrie market, c'est-à-dire que pour les raisons que j'évoquais tout à l'heure, du client, il faut savoir, aujourd'hui, la même feuille à 4 pour être basique, elle n'a pas le même nom dans l'assurance que dans l'industrie, ou une doc technique, que dans l'éducation, où ça s'appelle la manuel de formation, etc. Donc nos vendeurs sont organisés par industrie market.
Un vendeur va travailler les banques, assurances, qu'on appelle le financial services. Un autre va travailler le public, un autre va travailler l'industrie. Donc pour avoir un discours de la préoccupation du client. Le client, je te rejoins, nos technos, il n'en a rien à faire. Et notre savoir-faire, c'est pas le point. Le point, c'est par rapport à son métier, par rapport au client de son client, en quoi, en l'écoutant et avec nos expertises, on peut lui amener du vrai service. Et le vrai service, c'est passer de ce que j'ai connu, moi tu le disais tout à l'heure, moi je suis rentré dans ce métier les années 2002, je ne connaissais pas très bien les choses. On faisait encore, Internet en 2002, c'était pas les intranets, etc., c'était pas généralisé comme ça l'est aujourd'hui. Moi je me souviens, on avait encore des banques qui nous faisaient faire des centaines de milliers de copies chaque mois pour la com interne et qui distribuaient ça dans les bannettes. C'est ce que j'appelle le papier subi. C'est-à-dire que c'était les plaquettes qu'on distribuait, c'était les rapports de commission. Et ça, c'était clairement, pour notre client final, un coût. Il le voyait comme une charge. Et il n'avait qu'une obsession, c'est comment ça va me coûter moins cher. Donc une pression sur les prix, mettez-moi le papier le moins cher, votre copie, la qualité, je m'en fiche. On se rappelle ça, les publicités dans les centres de repro, la copie à moins de voilà, 0, c'est exactement ça. centimes, etc. Aujourd'hui, 99,99% de nos clients, cette info, ils l'ont en numérique. Elle est sur leur réseau, elle est sur leur intranet, etc. Donc, si à un moment donné, notre client dit « j'aimerais matérialiser », c'est-à-dire que mon digital devienne support, il le choisit. Il le choisit parce que des études montrent l'impact du papier dans la carte de vœux. La carte de vœux entreprise revient, ouais. moins en quantité, meilleur en qualité. Dans l'affichage, dans un certain nombre de choses, les études sont claires là-dessus. Mais c'est un choix de notre client. Ça veut dire que le client va dire sur cette masse d'informations qui existe, voilà celle que je vais laisser digitale et voilà celle que je veux matérialiser. La différence, c'est quand je vais la matérialiser, j'ai le choix. Le papier est une option. Mais d'abord, le papier, aujourd'hui, il y a plein de papiers de créa et on n'a jamais autant vendu de papier de créa parce que c'est petite quantité, haute qualité. Mais le choix de l'option qu'il fait, c'est le client ou c'est ton conseiller? C'est notre conseiller qui va dire, monsieur, est-ce que c'est bien de mettre de la toile en intérieur? Écologiquement, je ne vous le conseille pas. Financièrement, peut-être, écologiquement, je ne le conseille pas. Par contre, on a des solutions de tissu. Vous voulez du développement durable, on imprime sur du bois. Vous voulez être à l'extérieur, mettre sur des chantiers, on imprime sur du métal, etc. Vous faites petit, grand format, d'où l'offre globale. Et je dis aujourd'hui... Vous disiez tout à l'heure, excusez-moi Thierry, mais l'offre globale de DocuWorld, c'est conseiller en communication, tu as dit tout à l'heure ou... Alors, en aucun cas faire un boulot d'agence, c'est pas mon métier, les agences le font très bien et on n'est absolument pas sur ce créneau. On est conseiller en communication imprimée, ce qui n'est pas la même chose, d'accord? Et du papier subi au support choisi, c'est là le job de ce qu'on fait vis-à-vis de notre client, c'est de le conseiller sur quel support, à quel moment pour le maîtriser. Et puis, je l'ai dit, j'ai toute cette info qui est digitale. Est-ce que je fais que matérialiser de l'info ou est-ce que je la mixe avec du digital? Et ça s'appelle le cross-média. Et là aussi, nous, on a une division multicanal qui permet aux clients, sur un certain nombre de campagnes, soit de séquencer. Moi, j'ai été président longtemps d'une association d'anciens élèves. C'est typiquement un truc de cross-canal, c'est-à-dire que il y a l'info que je donne aux anciens régulières, c'est une newsletter. Il n'y a pas mieux, le papier est totalement dépassé là-dessus. Il y a l'info, l'Assemblée Générale. Et pour rappeler aux gens que c'est bien 18h, c'est le SMS que j'envoie. Et puis il y a un truc que je ferai toujours papier, c'est l'appel à cotisation pour qu'ils m'envoient le chèque annuel, pour qu'il reste le plus longtemps sur la salle à manger, alors que le mail, si c'est delayed, c'est foutu. Donc, notre boulot, et à mon avis la croissance de boîtes comme les nôtres, c'est je conseille le client par rapport à ses objectifs, par rapport à ses clients. J'ai une bonne connaissance du document dans le monde de l'assurance, dans le monde de l'éducation, dans le monde de l'industrie. Et par rapport à ça, on va décider quelle information on va matérialiser et on va lui proposer des supports innovants. Le tissu aujourd'hui permet des choses exceptionnelles en termes de PLV de magasin, par exemple. Le bois permet d'inficher un développement durable fort et avec des possibilités également en termes techniques super. Et puis, dans un deuxième temps, mêler ces deux médias et faire du cross-canal. Donc très bien, en résumé, une stratégie matricielle. On a vu avec Pierre une approche de spécialiste très technologique et très à l'écoute du client. Là aussi, avec Thierry, on est à l'écoute du client, mais on a une approche marketing avec un développement matriciel. On voit que dans une PME, on peut utiliser les outils d'un grand groupe en fait, en approchant les marchés différemment et les produits différemment. Je précise juste une chose avant de donner le micro, parce que pour parler des supports médias, je pense que Grégory, qui l'utilise beaucoup, a des choses à dire. Nous, on est B2C, c'est-à-dire qu'on est client final, oui. Alors que tu es B2B, voilà. Absolument. Alors, Grégory,
Comme tu l'as dit tout à l'heure, Vitrepro créé en 76, donc c'est une boîte familiale, on a quasiment le même âge que la création de la société. Et bien évidemment, avec cette expertise et cet historique, moi je suis arrivé pas du tout je suis arrivé dans l'impression par hasard parce que j'ai un diplôme d'ingénierie informatique réseau. Et forcément, mon père, à un moment donné, pour passer de l'analogique au numérique, m'a appelé à l'aide. Et je suis jamais reparti. J'ai trouvé que l'entreprise et ce côté familial étaient très sympa. Le truc, c'est que je me suis beaucoup aperçu aussi, c'est que la plupart des clients venaient chez nous et disaient « Ah bah tiens, vous savez faire ça ». Je savais pas. Et ce genre de choses commençait à devenir inacceptable, surtout en pleine période de crise comme on le vit actuellement. Et donc, comment réussir à fidéliser des clients sans qu'ils sachent forcément tout ce qu'on fait. Parce que forcément, on s'équipe en permanence, forcément, on a des nouvelles technologies. Comme tu le disais si bien tout à l'heure, les développements des papiers aussi apportent énormément. Moi, je me suis équipé d'une latex depuis 2 ans. Je m'éclate depuis le début de l'année avec tous les papiers qui sont sortis depuis ces 6 derniers mois, notamment avec tout ce qui est pose facile, avec tous les aquapapers pour faire du papier peint et ainsi de suite. Et alors ça, le papier peint, on s'éclate avec. Comment un client qui ne nous connaît pas via les réseaux... Vous faites du papier peint? On imprime du papier peint aujourd'hui, du papier peint précollé. Juste pour revenir au grand basique, papier peint pour des clients B2B ou B2C? Peu importe. Des entreprises vous font faire le papier peint pour des... Les deux, on peut très facilement habiller un stand avec du papier peint dès l'instant où il a les normes inifugées. On peut très bien faire du particulier. Nous, on se pose plus pour le particulier parce qu'on fait beaucoup de trompe-l'œil et de choses comme ça. Et bon, forcément, les gens aiment bien arriver avec leur visuel, pas forcément toujours de bon goût, mais on arrive à proposer à des clients d'habiller leur salon, leur toilette et ainsi de suite avec des papiers peints ultra faciles à poser. Mais vous avez toujours cette approche un peu artistique. On s'était vu au dernier Graphic Deck. Tout à fait. Sauf que le monde de l'art aujourd'hui, comme tout le monde, a perdu aussi un petit peu en vitesse. Que dans la duplication de tableaux ou de litho, ça s'est un peu affaibli. Donc il fallait qu'on trouve aussi des nouveaux clients, des nouveaux débouchés. Et justement, l'arrivée de ces nouveaux papiers nous a permis d'étoffer encore notre gamme. On avait des gros problèmes sur tout ce qui est habillage de vitrine. Parce que c'est toujours pareil, l'impression c'est l'affaire. Moi je suis pas poseur, j'ai pas l'équipe pour, donc il y a la question de se poser, est-ce que j'engage du monde, je forme pour faire de la pose? Le problème c'est que dès qu'on parle de pose, on parle de coût. Entre les frais de déplacement, les frais de pose, souvent la pose est 2 fois plus chère que les visuels imprimés. Donc et comment avez-vous résolu? Avec les nouveaux papiers en pose facile qui existent, avec les micro-ventousés, toutes ces choses-là qui passent, où aujourd'hui n'importe qui peut poser, habiller sa vitrine avec 5 mètres carrés, avec une pose ultra simple, sans avoir de bulles, sans avoir de connaissance de pose, sans avoir à y passer 3 jours et demi à 4 ou 5 personnes. Donc si je résume et si j'ai bien compris, votre vrai savoir-faire et votre vraie voie de développement, celle que vous avez choisie à Vitrepro, c'est exploiter au mieux toutes les possibilités du média papier ou plutôt des médias papier. C'est votre cœur de métier, ça. Surtout qu'on a la chance d'être dans une période où les créateurs de papier s'éclatent sur ces nouvelles technologies et nous sortent quasiment une dizaine, une centaine de médias tous les trimestres. Et bien évidemment... Comment est-ce que vous les proposez à vos clients? Comment est-ce que vous communiquez sur cette diversité de papier? On fait des impressions. Moi, vous venez à Vitrepro, on a du papier peint posé, on a nos vitrines qui sont habillées. Si je viens pas à Vitrepro, comment je sais que Vitrepro... Justement, c'était pour revenir. Moi, ça fait 22 ans que je fais le même métier. Ça fait 10 ans que je me pose en interlocuteur par rapport à mes clients, justement pour éviter cette question « Ah vous faites ça, je ne savais pas ». Ça m'est arrivé trop souvent. Donc aujourd'hui, la plupart de nos clients, on en a à peu près 400 sur Paris, savent que peu importe ce qu'ils ont à faire, parce que beaucoup de gens récupèrent des publicités dans leur boîte aux lettres, ils sont démarchés, et il y a des gens qui se disent je voudrais faire ça, je ne sais pas comment faire. Hop, ils prennent leur téléphone, ils m'appellent. Si on fait très bien, on gère tout nous-mêmes. Si on ne fait pas, on trouve les prestataires pour leur faire et leur offrir une prestation où eux nous donnent les fichiers et c'est nous qui nous adaptons à transformer du fichier au papier. Maintenant, on peut faire aussi les créations, parce qu'on travaille avec des créatifs indépendants. Ce qui est pas mal, c'est qu'on arrive à avoir un certain turnover avec plusieurs créatifs, donc d'être toujours sur des innovations, tant au niveau de l'imagination, des codes couleurs, et ainsi de suite. Et ça nous permet d'avoir des offres qui sont... Donc votre stratégie de développement, c'est
l'énergie, parce que vous dépensez quand même pas mal pour promouvoir ces solutions. Pour répondre à tout, il faut de l'énergie. Ouais. Et l'innovation, mais oui, mais ça fait partie du modèle que vous avez choisi, puisque vous êtes, vous êtes un généraliste et dans l'innovation, donc ça vous oblige à courir en Un permanence. peu partout. Est-ce que ça marche financièrement? Est-ce que économiquement, c'est rentable? Oui, ça marche forcément, parce que moi, à la base, la société a été créée, c'est un tireur de plans. On faisait du tirage de plans. Comment passer du tirage de plans à l'impression numérique, à l'édition au grand format? Là, c'était beaucoup plus compliqué, tout en gardant déjà les clients existants. Donc effectivement, il a fallu trouver pas mal de solutions. Donc dépenser beaucoup d'énergie. Et moi je pars du principe, si on attend le client assis sur la chaise de son bureau... Mais comment vous allez le chercher, le client? Vous avez les commerciaux, ou le web, les réseaux sociaux Je rejoins Pierre là-dessus. Les réseaux sociaux sont hyper importants pour se faire connaître. Très facilement, surtout quand on n'a pas de commerciaux, ce qui est mon cas à Paris. À Paris, on a la chance d'avoir beaucoup de bouche à oreille, donc on se fait connaître très très vite. Et de passage peut-être aussi? Le passage, parce qu'on a pignon sur rue et on a des belles vitrines, donc voilà, on a du mal à nous rater. Donc, Très bien. Merci. Grégory. Alors, Steven, qui va nous parler. Moi, j'ai été un peu interpellé, Steven, par ton approche offset ou numérique. Donc, le client, il faut qu'il choisisse avant de venir chez toi si c'est vraiment du numérique, ou tu as une autre réponse peut-être à apporter qui passe par la croissance externe. Oui, enfin, si on regarde un petit peu ce qui vient d'être dit, finalement, on peut se dire qu'on a un produit, soit un produit très ciblé et on le répand sur la France entière, voire plus, soit on est très large et on est local. Le produit très ciblé, finalement, on était dessus. Nous, on était sur la repro, tirage de plans, etc. Donc, on a essayé d'ouvrir un petit peu le scope, de faire du livre aussi, on en fait pas mal, de faire de l'impression numérique à usage de la communication. Et une fois qu'on a fait ça, finalement, on ne peut plus s'étendre tellement. Donc il y avait pour moi 3 stratégies possibles. La première, c'était de reproduire dans d'autres villes ce qui était fait chez nous à Brest. Bon, ça permettait de s'étendre, de faire des économies de structure, mais pas forcément de proposer quelque chose de différent à nos clients. Le deuxième axe, c'était éventuellement de s'étendre vers l'offset. Donc avoir les mêmes produits, mais avec une offre plus large. Et donc de pouvoir arroser, de pouvoir proposer des choses avec un scope plus large aux clients toujours locaux. Et il y avait un troisième axe qui me titillait un petit peu depuis un moment, puisqu'on s'aperçoit que les technologies numériques permettent de faire beaucoup de choses, notamment la donnée variable dont on parle depuis des années et qui ont du mal à voir le jour, sauf dans les cas que vient de citer Thierry. Et je me disais, d'abord, il y a ces outils-là qui sont peu utilisés parce que les agences ne les connaissent pas, les agences de communication. Et ensuite, il y a aussi l'avenir de l'imprimeur dans un monde où c'est de plus en plus numérique. Évidemment, si on lance une invitation sous forme papier, on aime bien aussi l'avoir sous forme électronique. Si on fait un catalogue sous forme papier, on aime bien aussi l'avoir sous forme électronique. Alors, c'est quoi l'avenir de l'impression ? Et pour moi, ça passait aussi par la maîtrise du contenu. On ne peut pas proposer du numérique si on n'a pas la maîtrise du contenu. Parce qu'il faut avoir les maquettes InDesign, il faut pouvoir les transformer, etc. Il faut pouvoir proposer directement au client final une approche différente. Et donc j'ai choisi cette troisième approche qui était la maîtrise du contenu en reprenant une agence de communication qui est juxtaposée maintenant à Westelio et qui permet d'abord chez les clients de voir des gens différents, toujours localement, puisqu'on ne voit pas les mêmes personnes chez la clientèle quand on est agence ou quand on est imprimeur, et ensuite de pouvoir cette fois-ci proposer le contenu de la boîte à outils de l'impression numérique directement aux décideurs marketing. Et donc ça m'a paru être une approche qui donnait une solution à la fois à l'ouverture de Westelio sur d'autres marchés et qui donnait aussi une réponse à l'ouverture vers le numérique. Donc c'est pour ça que ça m'a semblé être la plus opportune. Vous l'avez initié quand cette approche, donc intégrer une agence, mais dont la fonction principale, je reformule, la fonction principale est d'alimenter les outils de Westelio. Non, d'abord, c'est une agence qui vivait depuis 30 ans, donc qui vivait bien, qui continue sur sa lancée, mais qui en plus, effectivement, peut proposer des choses différentes par rapport à ce que proposent d'autres agences. Et notamment, il y a aussi une notion qui est de plus en plus prégnante et qui n'est pas vraiment novatrice, c'est qu'il faut être très rapide. Il faut être au service du client. Et c'est de plus en plus vrai aussi pour les agences. On n'a plus le temps. Ouais. On n'a plus le temps de réfléchir. Il faut
réfléchir, imaginer, produire, imprimer Tout en très très marchant. rapidement. Ce qui permet, ce qui justifie finalement aussi le rapprochement des deux. Ceci dit, ça reste deux structures complètement Et donc, ça a été séparées. initié quand et... Alors, une fois qu'on a fini la stratégie de développement interne, c'est-à-dire 2008 à 2012, moi, j'ai fait ce choix-là fin 2012. Donc, ça fait 2 ans Et maintenant. quels sont les résultats après 2 ans? Alors, le problème, c'est que... Je ne parle pas de résultats le- financiers, le- mais globalement. Le problème, c'est que effectivement, l'agence, enfin, la communication en soi, c'est un business assez martyrisé par les temps qui courent. Oui. Donc, ça a été une reprise qui n'a pas été simple. Ceci dit, maintenant, ça donne ses fruits. On a d'une part des clients de l'agence qui s'appelle Image de Marque qui viennent chez Westelio et inversement de Westelio qui viennent chez Image de Marque. Il y a des mutualisations d'efforts, il y a une réactivité là qui est vraiment intéressante pour les clients. Et là, depuis quelques mois, ça commence à être vraiment une opération rentable. Ouais. Donc là, c'était une croissance externe, mais plutôt vers l'amont. Et finalement, les projets d'impression offset, etc., abandonnés. C'est aussi une question d'opportunité, il faut le dire. Et juste une question, là, on parle d'impression offset. Quand on vous demande de l'offset, parce que tu disais, j'avais cru comprendre, ben non, ça on ne sait pas faire, on ne fait pas, on envoie le client ailleurs. Et vous traitez comment alors quand on vous demande un travail qui n'est pas, ou un service qui n'est pas dans votre pôle de compétences type? Moi, je peux vous répondre. Ça a bien marché, ce truc-là. Et moi, je peux vous répondre. Je fais à peu près. Je parlais que j'ai un bureau de fab qui s'appelle de Custom. Je fais un gros 1 million d'euros par an avec ça. En gros, nous, dans la stratégie d'offre globale, si un client veut, j'aime pas dire de l'offset parce qu'il ne demande pas de l'offset, veut un catalogue en 10 000 ex, Je ouais, sais. bien évidemment, on a un bureau de fab. Alors pendant des années, c'était un peu comme une vieille maîtresse. On se cachait un peu et on avait tendance à pas trop dire aux clients que c'était sous-traité, machin, etc. Et depuis 2 ans, on a totalement officialisé les choses. On a une com, on a une société. Parce qu'on dit aux clients notre métier. Vous avez fait votre coming out. On a fait notre coming out, ça n'a pas été simple, parce qu'on est un peu timide dans le métier, mais on l'a fait de manière très factuelle en disant on a un vrai savoir-faire pour aller chercher des expertises à l'extérieur. Et ce qui est intéressant, c'est que notamment en offset, il y a quelque chose que j'ai découvert, parce qu'une fois encore, moi je ne viens pas du métier, c'est que les imprimeurs sont très spécialisés, ils se sous-traitent entre eux. Oui. Mais par exemple, si à Nantes, qui est une des villes où on a quand même de gros intérêts, il y a un gros business, j'ai chopé il n'y a pas très longtemps, c'était des livres, mais sur un truc avec une couverture rigide, etc., en 50 000 ex. Clairement, ils ont essayé de le faire dans leur ville, alors qu'ils n'avaient pas les formats, les machins. Moi, j'ai pas de problème, j'ai été imprimé en Pologne et faire le brochage en Bulgarie. Parce qu'on a des gens qui ont un vrai... Ça se fait pas comme ça. Ceci dit, j'ai des gens dans cette structure qui le font très bien. J'ai aucun souci. Pour mon client, si la bonne formule, c'est d'aller en Pologne et en Bulgarie avec un savoir-faire qu'on a, nous, de suivi de fab, etc., nos problèmes. Alors, des fois, ça fait grincer des dents. D'où le mais, DocuWorld du absolument. nom de Mais- l'entreprise. Mais Patrick, je voudrais quand même revenir sur un truc Alors, par rapport à tout ce Pierre, qu'on dit. Pierre va réagir. Ouais, vas-y. Oui, parce que. Ah oui. Oui, parce que justement, on n'a pas du tout la même optique là, en Ouais, fait, c'est nos deux boîtes intéressant. là-dessus. Moi, non, je fais pas ça. Je considère que j'alloue mon temps humain, mes ressources humaines, sur des choses qu'on ferait pas en interne, qu'on va pas savoir forcément bien faire, et donc on préfère pas les faire parce qu'on se doute que quelque part, il va y avoir quelqu'un mieux placé que nous, qui sait mieux répondre et plus vite, et il va nous coincer en fait. Donc on le fait pas. On préfère rester sur ce qu'on sait bien faire et se dire ok, ça très bien, c'était une opportunité, mais on la laisse de côté. Mais en laissant cela de côté, ça nous alloue du temps pour traiter d'autres demandes et on va aller continuer d'aller chercher encore plus loin L'excellence. celles qui correspondent à ce qu'on sait faire vraiment. Vous êtes vraiment Et sur la donc, segmentation géographiquement, marketing plus loin, et voilà. produit. Il faut que je réponde parce que là, il y a vraiment 2 écoles. Deux écoles, Non, mais tout à fait. On va voir si les deux autres. tu as absolument raison. C'est sur le fait qu'il ne faut pas cannibaliser du temps d'un autre métier. Donc moi, par exemple, si j'ai une demande de 50 000 bouquins ou si j'ai une demande d'un tissé, etc., sur Héliographique, qui est ma filiale nantaise, clairement, le vendeur ne va pas traiter. Les gens de chez moi, tu as raison, ne vont pas faire. Quand je te parle d'un bureau de fab qui est de custom, j'ai des pros, j'ai des salariés là-dedans qui vont prendre du temps. Et dans le 1 million d'euros que Et j'évoquais ils ne tout sont à l'heure... jamais en concurrence avec les capacités de production Non, parce de, que justement, de DocuWorld. ça, on l'arbitre entre nous, et il n'y a évidemment pas de mise en concurrence. En revanche, dans leur compte d'exploitation, il y a leur temps, il y a les gens qui peuvent prendre, etc. Mais mon métier, c'est aussi d'aller chercher la bonne solution pour mon client, tu vois. Oui, mais si ton bureau de fabrication dit oui, mais moi j'ai moins cher chez Copymedia que chez DocuWorld. Mais après la finalisation, le final de ça, c'est la marge, c'est qu'est-ce qu'on gagne. Et moi, je considère que sur la sous-traitance,
la marge, elle n'est pas suffisante. Voilà. C'est un autre modèle, mais... Voilà. Si, Voilà. On veut réagir. Oui, si je peux me permettre aussi, parce que moi je fais 200 000 euros d'offset par an et je ne suis pas équipé en offset. De Pour moi, sous-traitance, le combat offset numérique, c'est un combat complètement has-been. On est tous complémentaires. Aujourd'hui, il y a deux choses qui priment. On a monté un petit réseau avec des imprimeurs parce que ce qui est le plus important, c'est de savoir avec qui on travaille. Parce que quand on se pose en interlocuteur unique, on prend aussi tous les risques. Donc c'est d'être bien entouré et d'avoir des bons sous-traitants. Et de pouvoir après répondre à un maximum d'offres. En numérique, on peut être aussi bon, voire mieux et plus rapide que l'offset. Le seul truc, c'est qu'effectivement, sur du gros volume, au niveau du coût, forcément, au bout d'un moment, ça tique. Ouais, je pense et que moi, c'est là où je me pose, c'est qu'une question de délai. Si vous le voulez aujourd'hui, on va être un peu plus cher en numérique. Mais si vous le voulez sous 4 jours, on arrive à avoir des très bons prix Nous offset. sommes d'accord, parfaitement, c'est très clair, Grégory. Mais ce qui est très important, c'est que la politique de sous-traitance chez Vitrepro, c'est oui, mais avec un panel de faut avoir les partenaires, bons en fait. prestataires. Et West Elio, donc, se Oui, ben positionne justement, comment? je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais dans la reprise d'une agence de com, il y a aussi cet aspect-là. Parce qu'une agence de com, ça passe sa vie à sous-traiter des travaux et à maîtriser effectivement les techniques d'impression, à bien connaître les imprimeurs, à ne pas envoyer n'importe où. C'est un peu un bureau de fab, quelque part. Il y a une partie bureau de fab aussi. Ce qui m'a enlevé une épine du pied, finalement. Puisque ce que je cachais un petit peu dans West Elio, finalement, maintenant je le fais, mais à travers l'agence qui est image de marque. Donc ça m'a résolu un certain nombre de difficultés. Ça peut arriver que West Elio ne soit pas le mieux placé quand on demande des devis aux uns et aux autres. Quand on est à la frange entre plusieurs technologies, etc., c'est moi qui prends la décision. Est-ce qu'on rabaisse les prix? Est-ce qu'on va ailleurs? Selon les capacités de production, la disponibilité des machines, et puis la les marge, marges, bien etc. sûr. Ouais. Alors là, je vois qu'on s'anime, on se réveille enfin autour de cette Non, parce table. que je pense qu'il ne faut pas, dans toutes les discussions qu'on a, il ne faut pas oublier le thème qui est comment je fais de la croissance dans les années qui Jusqu'à viennent. maintenant, excusez-moi, on avait l'impression d'être à une discussion d'un Non, syndicat du 19e siècle. Là. Non. Soyons vivants, les amis. Non, ce que je suis en train, non, j'ai un point parce que je voudrais reprendre ce que tu disais tout à l'heure sur les groupes. Moi, quand je discute avec mes adhérents du réseau de QR, mais si je discute avec plein de confrères, tout le monde veut faire de la croissance. T'as déjà vu un mec qui arrive qui dit non, nous cette année on va pas viser de croissance, on est très bon. Tout. Ce que je veux dire, c'est que la croissance, non seulement ça se décrète, mais ça se manage. Et quand tu disais tout à l'heure les groupes, moi ce qui m'a surpris en arrivant dans le métier, moi je suis passé d'une multinationale à une PME, quand je vais dans des réunions de chefs d'entreprise, je vais plus au MEDEF qui sont trop forts pour moi, mais sur d'autres réunions, les gens, entre guillemets, souvent crachent sur les groupes. Ah, les méthodes de groupe, la bureaucratie, etc. C'est une énorme connerie. Bien sûr que si on prend les méthodes de groupe et qu'on les applique à une PME, on la tue. Mais si on garde l'esprit, les normes ISO, la vision, etc., je pense que le contrôle de gestion. Et pour réussir la croissance, qui est le thème de notre histoire, il faut un peu de méthode. Il faut une vision. Où est-ce que je veux aller? Je ne mets pas tout au feu en même temps. J'ai 2 ou 3 chevals de bataille. J'ai un contrôle de gestion. J'achète pas une table à plat sans faire un vrai business plan que je pilote derrière. D'accord? Et puis, j'ai un peu de méthode en termes de normes, etc. Type business unit, segmentation verticale, Exactement. segmentation produit, etc. Et c'est comme ça, la croissance. On est dans une industrie mature, Patrick. On n'est pas des startups où la croissance, tu la vis comme un bonheur de tous les matins. Nous, la croissance, il faut aller la chercher. Et pour aller la chercher, ça se manage, c'est un acte de management. Et je pense que notre profession manque cruellement de méthode à ce niveau-là. Et c'est là où il faut vraiment, dans des réseaux, dans des syndicats, hein, je veux dire là-dessus on a des intérêts évidemment communs, il faut aider, susciter plus de méthodes pour gérer de la croissance. La croissance n'est pas quelque chose qui naît par hasard, c'est la résultante d'une vision d'investissement et de marketing. Alors pour terminer, puisque le temps nous est compté, alors est-ce que chacun, je vais vous demander un exercice extrêmement prospectif, voire difficile, qui est comment voyez-vous l'avenir de votre entreprise ou de vos entreprises de la filière? Vous répondez soit pour votre entreprise c'est plus simple. Dans 5 ans, tu disais Thierry, moi je me projette dans 5 ans, j'ai une stratégie dans 5 ans. Quel est mon objectif dans 5 ans? Moi, mon objectif, c'est d'avoir une enseigne B2B parce que je crois que c'est extrêmement important aujourd'hui. Et j'espère qu'il y aura 35 points DocuWorld en France qui seront des sociétés indépendantes mais qui offriront un service global, national aux clients avec de la logistique documentaire parce que ça, on n'a pas eu le temps d'en parler. Je pense qu'il y a un vrai axe là-dessus. Est-ce que dans la logistique documentaire, tu veux dire, par exemple, c'est un axe qui m'intéresse aussi par ailleurs énormément, on commande à Nantes, on est livré à Strasbourg, etc. Voire la production est faite à Strasbourg ou elle est centralisée et redispatchée. C'est entre ça. Il y a un truc, toi qui suis plus la presse que nous, il y a 4-5 ans, personne n'a compris.
Il y avait un gros reprographe aux États-Unis qui s'appelait Kinko's, 300 points. Je connais très bien, qui a été 300 racheté points, par qui a FedEx. été racheté par FedEx. Tout le monde a dit qu'est-ce qu'un Express Carrier vient racheter une boîte de repro. On voit aujourd'hui pourquoi. Et leur stratégie est juste. Et il faut qu'on intègre ça dans nos métiers. C'est juste nos clients qui nous le Et demandent. peut-être que des grands du courrier vont se mettre dans le domaine du print. C'est pas impossible du tout. Bon, moi je conclus par rapport au syndicat. Je ne vais pas parler de ma boîte parce que je gère un syndicat professionnel, donc sur le syndicat. Je pense qu'on est l'un des métiers où ça a le plus bougé sur les 5 dernières années et qui va peut-être encore le plus bouger sur les 5 prochaines années. Parce que c'est incroyable les changements de technologie qu'il y a eu. Là arrive le jet d'encre, hein, on parle dans la production, les nouvelles machines, les nouvelles technologies, c'est une rupture totale. Qui risque de remettre en question, c'est cela, la différence d'offset numérique. Voilà, les réseaux sociaux, voilà, ça va changer totalement la donne. Les réseaux sociaux ont changé totalement la manière d'attraper des clients. Il y a peu d'activités qui existent, qui ont autant changé sur les 5 dernières années et qui vont sûrement autant changer sur les 5 prochaines. Savoir où on sera, là, je ne m'aventure pas sur les prospectives. Sur ma boîte, je peux aller dire, comme Mais Thierry... Est-ce que la bonne recommandation, avant de savoir où on sera, c'est pas déjà d'essayer de savoir où on est aujourd'hui et il faut savoir où on est, où est-ce qu'on veut aller, qu'est-ce qu'on veut faire. Mais il faut vraiment se poser la question. Il faut avoir une vision. On est un métier où... Pas se laisser flotter par les événements. Là, c'est obligatoire. Dans ce métier-là, la vision est Est-ce que la bonne image, ce ne serait pas celle du kayakiste? Un kayakiste dans un torrent, s'il ne va pas plus vite que l'eau, il est en difficulté. Il faut qu'il pagaie sans arrêt. Il ne faut pas arrêter de pagayer voilà. Je dans peux te les dire qu'en rapides. tout cas, sur les services graphiques, il va falloir pagayer pour être au moins à la même vitesse que l'eau. Parce que ceux qui vont être... Oui, mais il faut être plus vite, tu as raison. Parce que si tu es juste en dessous, tu es mort. Et là, c'est sûr, en tout cas. Alors, quelle est votre vision sur 5 ans Comme disait Pierre, sur 5 ans, avec l'évolution des technologies, c'est un peu difficile. Je rejoins ce que tu dis. Le tout, c'est de savoir déjà où on est aujourd'hui, de continuer. Moi, dans 5 ans, j'espère vous ouvrir le 3e point de vente, plus dédié sur l'impression textile, t-shirt. Voilà, développement. Et je pense, et pour finir, qu'aujourd'hui les temps sont très très durs, donc je rejoins parce qu'on est là aussi pour représenter le SIN, qu'aujourd'hui pour un entrepreneur, petite, moyenne ou grosse entreprise, rester seul, c'est du suicide. Donc il faut adhérer à un réseau. Se grouper, se grouper, réfléchir au moins, ensemble. avoir de l'information, être au courant, voir des gens qui font le même métier. Mutualiser. Réseauter complètement. Steven? Oui, je crois qu'il va effectivement y avoir des ruptures technologiques qui vont tous nous impacter, mais il y a aussi une rupture de modèle. Je crois qu'on le voit dans divers domaines, hein, l'hôtellerie par exemple. Oui. Le moteur est complètement différencié de la collecte du client. Et on a aussi ça en imprimerie, d'ailleurs on l'a eu peut-être même avant l'hôtellerie, on a dans le taxi, etc. Un business model qui va complètement changer. Et la place qu'on aura à occuper là-dedans, pour l'instant, à mes yeux, elle n'est pas claire. Mais ça viendra. Merci. Messieurs du syndicat de l'impression numérique et des services graphiques, je vous remercie. Ce fut en toute sincérité un grand honneur de partager cette discussion avec vous. À très bientôt.